Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Djamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, il s'appelle comme ça. Djamil? Tous les samedis, 18h-19h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Nova, bienvenue dans les grands remplaçants. Aujourd'hui, je suis accompagné de Antoine Tartra, Younes Hanifi et Ray Mendes. Yes, bonjour à tous. Et maintenant, la chronique de Djamil Le Schlag. Le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais les gars, c'est incroyable. Suite à l'attentat islamophobe dans le Gard, le gouvernement a dit ce n'est pas un acte terroriste. Non, pour eux, c'est une bousculade. Un litige, un différend commercial. Des médias avaient même parlé au départ des règlements de compte. Bah on est chez les dingos. Alors que si toi tu manifestes contre le génocide en Palestine, tu te fais lever à 5h du sbar. On t'insulte, terroriste, criminel. Et bien sûr le classique, vous êtes donc des soutiens du Hamas. Le Hamas. L'islamophobie, t'as l'impression c'est pas un délit, on dirait un hobby. Bah une passion comme une autre. Et Pascal, dis voir, c'est quoi tes loisirs? Le bowling, le curling et un peu d'islamophobie, voilà. Avant l'apéro pour l'ambiance. Bordel, tout fout le camp en ce moment. Les gens ont trop d'audace. Ils ont plus honte. Elon Musk il fait des saluts nazis, Dembélé il marque des buts et t'as Ray Mendes qui tente une coupe de cheveux. Mais c'est terrible. Théma, on dirait Predator. Le frontal, on dirait le Grand Canyon, Wahed le front, c'est lui le nouveau front populaire. Mais attends, mais Ray Mendes, je te rassure, c'est pas toi le pire en termes d'audace. Tu connais Nicolas Bedos? Alors lui, il a honte de rien. Il est agresseur sexuel condamné, mais il décide d'écrire un livre. Parce que Nicolas, il en a gros sur la patate. Dur d'être un prédateur. Mais enfin, Nico, concentre-toi, il y a des règles. C'est la victime qui écrit un livre, pas l'agresseur en douille. Il a obligation de soins, mais Nico, il est possédé. C'est pas un docteur qu'il lui faut, c'est un imam exorciste. Orange! Orange! Merci de m'avoir écouté, les amis. Les grands remplaçants. Bravo Djamil, et on te retrouve dans ton spectacle Exode tous les week-ends jusqu'à fin juin à la scène parisienne. Merci Mounir et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Grands Remplaçants, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui, pour m'accompagner, nous avons donc Younes Hanifi, Antoine Tartra, Ray Mendes, des chroniqueurs, alias Predator. Non, une équipe de chroniqueurs que je peux qualifier aujourd'hui peut-être la pire équipe de l'histoire. Non, parce que je suis obligé de vous raconter quand même. Hier, on a fait une réunion de rédac à la Chicha dans le 11e. Donc, on fait la réunion de rédac. Et normalement, lors d'une réunion de rédac, voilà. Il y a de la sympathie entre les gens. Déjà, quand on arrive, bon, j'étais avec des potes, le sujet, c'était le grand banditisme. Quand t'écoutes des phrases du style « Francis le Belge, voilà, je l'ai connu, c'est un gars comme ça. » Quand tu trouves des qualités au bandit. Ouais, c'est que ça sent mauvais. Donc, réunion de rédac. Ouais. Donc, déjà, le rendez-vous à la chicha, moi, j'ai rien dit. Bien sûr. Mais je me suis dit, il faut voilà. pas les bousculer dans leurs habitudes. C'est la première question. T'as déjà fait du Heps en Ouais, Guinée? j'ai dit à Ray Mendes, est-ce que t'as déjà fait du Heps en Guinée? C'est comment le Heps en Guinée? Ouais, non, mais c'est une question qu'on m'a jamais posée. C'est une question qui se pose. Donc à un moment donné, on est en train de parler des chroniques. Quels sont les sujets que vous allez aborder? Normalement, il y a une alchimie entre les chroniqueurs. On doit se parler, on doit se dire voilà, une émulation. Il y a un ping-pong qui se crée. Donc je dis, tu vas parler de quoi? T'as ton sujet pour demain? Oui, j'ai un sujet. Et du coup, c'est quoi? Il m'a dit, Younes, matin, voilà, je préfère rien dire. Des fous furieux en réalité. Voilà, c'est pas tes adversaires. Ouais, donc je leur donne rendez-vous ici à Radio Nova. Younes me dit, donc un peu en avance, parce qu'on a... Et je lui dis, bah rendez-vous à 13h. Et là, Younes me dit, bah t'étais là. Il me dit, pourquoi? Peut-être parce qu'on a une émission à préparer. J'ai vu dans tes yeux, à ce moment-là, tu t'es dit, pourquoi j'ai pris cette équipe? J'ai vu à ce moment-là, t'as douté. Je suis ravi, franchement, les gars, de vous avoir, parce que vous êtes très drôles. Et voilà, j'ai l'impression d'être l'animateur qui a ramené les pires fous du quartier.
Et on va aux autres Vincennes. Le conducteur de bus de la MJC. Voilà, c'est ça, mais heureusement on a aussi Ben à la régie. Aujourd'hui notre raid chef Mounir qui va nous donner le sommaire de cette émission incroyable. Bonjour à tous, et cette semaine on recevra Marwan Mohamed, sociologue spécialiste notamment des phénomènes de bande. Il viendra nous parler de ses recherches et de son parcours. Dans le rétro, on reviendra justement sur ces phénomènes d'affrontement entre jeunes à travers le temps, et on commence par la dinguerie de la semaine où l'on revient sur un événement qui a marqué l'actu des derniers jours. Or non, ce phénomène, c'est le français moyen. Nova. La dinguerie de la semaine sur Nova. Cette semaine, on revient donc sur un drame. Jamil t'en a parlé dans ta chronique, l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée dans le Gard. Et on va s'intéresser au traitement politique, notamment de la part de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a quand même mis 2 jours avant de se rendre sur place. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus, bien sûr. J'aurais souhaité en savoir plus. Bravo, bravo à notre ami Duhamel, qui appartient à la grande lignée des Duhamel dans le monde du journalisme apparemment. De la dynastie. Ouais. Alors c'est lequel? Alors c'est pas Alain. Alain c'est le. C'est l'éditorialiste, l'ancien. Ouais. Voilà, c'est l'ancien. Lui le jeune. Lui, je crois que c'est Benjamin. Benjamin. Ouais. Voilà, Benjamin Duhamel qui a fait son travail. Ouais, c'est vrai que. Ouais, qui a on était tous choqués. Moi-même je dis bah alors Benj, qu'est-ce qui t'arrive? Lui, quand je voyais un débat sur les chaînes d'infos. Ouais. Je croyais que c'était un candidat de l'opposition. Oui, oui, tu vois, on dirait. Je savais pas que c'était lui le journaliste. Il fait mec du RPR, mais un peu. Ouais, je me moins disais dans flow. quel parti il est. Et là, le voir poser une question de journaliste, c'est vrai qu'on était tous sur le cul, quoi. Et la position de Retailleau était. T'as vu le bégaiement? Yes, I want to know because il a changé de voix. J'aurais aimé savoir. J'aurais aimé savoir ce qui se passe, quoi. Mais enfin, on me donne pas les infos. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Ray Mendes, avec ton œil acerbe? Mais en fait, faut qu'on arrête d'être surpris. Moi, c'est ça que je veux qu'on arrête d'être surpris par ce qu'il dit. Lui, il est en campagne, on l'a vu. Ouais, c'est ça. Il est en campagne, il prépare son élection. Ouais. Donc, il s'est mis un mot d'ordre. C'est l'islam, c'est pas bon. Je vais taper là-dessus. Ah bah le voile, on bien a eu sûr. plusieurs exemples comme ça. Là, apparemment, pour le décès, il est même pas allé à la mosquée en question. Il est allé à la préfecture. Oui. Donc, pour demander s'il avait bien ses papiers. Donc, après avoir répondu à la question, soi-disant, j'aurais aimé avoir des infos. Ensuite, il est venu que à la préfecture. Ensuite, il a commencé à parler des papiers de la famille. Ouais, c'est un agenda politique en fait. C'est ça que tu nous dis. Il essaye de pas nous dire je m'en bats les couilles. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ouais, puisqu'il a compris un truc, c'est vrai que taper sur un groupe, un groupe qui est pas trop hype, je dirais, en ce moment, qui est les musulmans. Sincèrement, qui connaissait Retailleau avant qu'il parle de l'Algérie et de l'islam et tout? Non, si, bah moi je le connaissais avec Mounir parce qu'on est un peu branché politique. C'était un mec du Puy du Fou, il a triché à Interville, t'es au courant? Depuis, il était sénateur aussi pendant longtemps. Donc Mounir qui travaillait, je tiens à le dire, chez Public Sénat, donc tout ce qui est sénateur et tout. Tu connais. Il en connaît. Moi, sincèrement, je le connaissais pas avant qu'il parle de l'Algérie. Non, mais t'as vu, il a parlé de l'Algérie, il a parlé des musulmans qui sont des groupes, on va dire, où dans chaque société, là c'est vraiment le sociologue qui vous parle. Parce que j'ai quand même fait des études. Merci des amis. Et en fait, dans chaque société, tu as besoin, pour fédérer le reste du groupe, de détester un groupe. Tu vois, donc à travers l'histoire. C'est une stratégie. C'est une stratégie. On peut le voir aussi, même au sein d'un pays, au sein aussi d'une ville, d'un quartier. Tu sais, il y a toujours. Voilà. Famille. Merci. J'allais venir d'une famille. On a tous quelqu'un au sein de la famille. T'as vu, on fait des réunions familiales pour détester le beau-frère, par exemple. Ce connard, il vient chez nous, il n'enlève pas ses chaussures. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Mais tu vois, ça fait du bien de détester quelqu'un dans le groupe, mais du coup, ça exclut quand même. Moi, je sais pas quelles sont vos expériences par rapport à l'exclusion. Si des fois vous vous êtes senti parfois exclu ou. Moi, hier, à la chicha, un petit peu quand même. Oh, les gars, faut mettre des fûts de bière là-dedans. Au bout d'un moment, faut pas boire de la Volvifesse pendant 3 heures. Il a pas les codes, Antoine. Il faut t'intégrer, il faut t'adapter. Nous, on crée du lien avec de l'alcool, les gars. Il a dit, vous voulez voir quoi? calme, il était très calme. Ouais, les gars, je suis là à fumer une théière et tout. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, et on l'a pas entendu d'ailleurs. C'était très bien, c'était très cool. Franchement, j'ai appris de grandes histoires. Bah oui, avec le videur de l'Indien et tout. Non, des super histoires, franchement, rien à dire. Non, c'était très bon moment. C'était merveilleux, mais c'est vrai qu'en termes de boissons, nous, c'est vraiment les sirops. Dans les chichas, c'est des sirops, c'est
notre Siro. truc. Non, mais c'est donc bien. l'exclusion hier, ouais, un petit peu. Non, c'est une blague. Hein, Ouais, t'inquiète bien pas. sûr. Non, pas d'exclusion. Moi, je suis invité un peu partout. Je vous cache pas. Toutes les fêtes religieuses et tout le monde essaie de me convertir un peu. Donc, ah oui, je suis partout et je mange gratuitement, quoi, d'ailleurs. Pendant l'Aïd, 30 jours de buffet gratuit. Bien quoi, sûr, c'était bien génial. sûr. Alors, et vous, alors, Ray, peut-être Moi, en tant que noir en France, l'exclusion, c'est la question que tu me poses. Oui, c'est devant toutes les boîtes de nuit, toutes les boîtes d'intérim. Ah, oui. Mais t'en veux une précisément? Ouais, si t'en as une. Non, en fait, moi, il y en a une qui m'a marqué. Je me rappelle, tu sais, quand t'arrives au lycée, nous, notre collège, il était au quartier. C'était les ZEP. Bien sûr, ZEP, ZUP. Voilà. Et donc, t'es un peu un entre-soi. Et t'arrives au lycée, là, tu te mélanges un peu. Tu vois un peu des gens que t'avais jamais vus. Cheveux raides et tout. Et dès le premier cours, j'oublierai jamais, t'as la prof, c'était en cours d'espagnol, et elle te demandait ta moyenne du 3e trimestre en espagnol. Plus ton collège. Ah oui. Donc, tu dis ta moyenne, tu donnes ton collège, et tu vois que ta moyenne, par exemple, si je donnais 16, ça se transformait en 12. Ah! Alors pourquoi? Ah oui, parce que pour te montrer que t'étais, c'était ton... Ne crois pas. Ne crois pas. C'était ton ancienne vie. Ne crois pas. Bah oui. Et ça, je me rappelle, c'est un truc qui nous avait marqué tous les anciens de ce collège-là. C'était Pablo Neruda. Toi aussi. En fait, vous étiez nuls. En vrai, c'est ça qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Ton 16 ici, il vaut. Tu vois. Bien sûr. Je me rappelle, ça m'avait marqué. Et le ski un jour aussi. Et le ski, mais ça c'est encore. On va pas rentrer dans ce truc. Moi, c'était Conforama, stage 1999. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans, je fais un stage et j'étais j'étais manutentionnaire. C'était ça ma fonction. J'avais signé un contrat avec mon éducatrice Annie Boaziz qu'on embrasse et à la fin, le dernier jour de mon stage, il y avait un barbecue où tout le monde mangeait des merguez et tout le monde parlait que de ça. Donc je vais pour aller au barbecue et Christelle à l'entrée elle me dit désolé, tu peux pas rentrer. Au barbecue. C'est catastrophique. J'ai porté des congélateurs toute la journée. Elle me dit ouais désolé Jamil, tu peux pas venir et tout. Je dis mais pourquoi? Elle me dit c'est pas pour les stagiaires. Et là qui je vois? Julie qui est en stage comme moi. Tu vois alors c'est elle est elle est vendeuse. Et je dis mais Julie elle est stagiaire aussi. Tu vois elle m'a regardé elle me dit qu'est-ce que t'as pas compris? C'est terrible, c'est terrible. C'est magnifique. Voilà, je suis rentré à pied, on m'a appelé merguez. On m'a appelé merguez dans le quartier parce que j'ai raconté. En parlant de merguez, je crois que c'est l'heure. C'est l'heure de la chronique de notre ami Ray Mendes qu'on a Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. C'est parti pour ma chronique. Les gars, non, commencez pas à rigoler. Là, c'est sérieux. Là, j'avais fait le con la dernière fois. Là, c'est sérieux. Ce message s'adresse à tous les musulmans de France. Fuyez! Non, je suis sérieux. Je le dis à tous mes potes musulmans. Préparez votre double nationalité. Faites les démarches qu'il faut. Parce que là, ça chauffe pour vous. Là, je le dis à tous mes potes musulmans. Apprenez le Notre Père. C'est une prière chrétienne. Jamil répète après moi. Notre Père qui est aux cieux. La vie de ma mère, je rigole pas. Ça peut te sauver. Si ça chauffe, si ça pète un jour, tu te fais contrôler, tu la récites. En plus là, j'ai vu, t'as bien bronzé. Tu dis t'es réunionnais. Sébastien Follin, tu passes crème. Toi, Younes, c'est mort. Je vais pas te mentir, même avec la prière, c'est écrit arabe sur ton front. Je vois un arbre généalogique d'arabe quand je te vois. C'est mort. Mais plus sérieusement, je suis pas le seul qui commence à croire que c'est chaud pour vous les musulmans. Le propre recteur de la mosquée de Sud Nîmes, il a intervenu par rapport à tout ce qui se passe là, au décès atroce qui s'est passé. Il s'appelle Abdellah Zerki et j'ai suivi ses propos. Il parle extrêmement bien et lui, il a dit les musulmans de France, préparez-vous, avec les municipales de 2026 et les présidentielles de 2027, vous allez en prendre plein la gueule. Et pour qu'un daron rebeu dise plein la gueule, c'est que c'est chaud. Donc pour un daron rebeu, recteur de mosquée, disent plein la gueule, les gars, c'est très chaud. Donc, amis musulmans, prenez les choses en main, ça va être chaud pour vous. Là, l'État, il vous a montré, vous êtes de côté, il ne s'intéresse pas à vous. Donc là, j'ai peur de le dire, je vais niquer l'ambiance, mais nous sommes en guerre. Non, nous sommes en guerre, ça va être chaud pour vous. Et ne nous méprenons pas, ça va être chaud pour tout le monde. Là, je pense à mes amis juifs. Là, c'est chaud.
Là, eux aussi, ce qu'ils vivent, les amis français, juifs, on ne fera pas d'amalgame. Comme on a demandé aux musulmans de s'excuser, tout ça, on ne faisait pas d'amalgame. Nous, ce sera la même chose. Parce que là, j'ai des potes humoristes, ils ont chaud. Des fois, on est posé devant des comédie clubs, on parle avec des inconnus. Il y en a, ils commencent à dire, et toi, je vois qu'ils sont moi. Moi, t'es humoriste? Oui, humoriste. Non, ils ne doivent pas vivre dans ces conditions-là. Donc, vous inquiétez pas, on est ensemble. Et après, je vais terminer par les Noirs. Bon, bah, nous, écoutez, rien n'a changé, hein. On peut se faire tuer par n'importe qui, ça émeut personne. Et là, j'aimerais terminer en disant à tous les Français, ceux qui sont au gouvernement, ils ne sont pas légitimes. C'est pas eux qui reflètent la France. Il faut qu'on soit solidaires. C'est ça pour moi la France. Et même les derniers résultats, ils ont montré que c'était pas ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont la France. Donc, ceux qui ont été émus par ce qui s'est passé, pour moi, c'est un humain normal. Si tu apprends que quelqu'un s'est fait tuer de 50 coups de couteau et que tu ressens rien, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas de cœur. Tu n'auras jamais de soucis avec pacemaker, arrêt cardiaque, tout ça. Tu n'es pas un humain comme les autres. Mais si vous avez ressenti quelque chose, on est ensemble. Et paix à cette famille, paix à son âme. Dédicace à tous ceux. Bravo, Raymond. C'est pour ça qu'il faut écrire des chroniques. Comme ça, tu as une fin. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté, les gars. Je suis ému. Mais paix à cette famille. Merci beaucoup. Merci, Ray. Et on se retrouve au Petit Palais des Glaces tous les vendredis à 21h30 avec un spectacle écrit. Et nous, on revient après la pub. Vous écoutez toujours les grands remplaçants sur Radio Nova et c'est l'heure de la rubrique nostalgique dans le rétroviseur. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Dans le rétro, on ressort des archives du passé pour éclairer le présent. Cette semaine, retour sur l'Aldal de la Défense en 2001, où une bataille rangée entre bandes rivales avait marqué l'opinion à l'époque. Tout a commencé ici, à la sortie du RER. 3 bandes rivales de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie surgissent sur le parvis de la Défense. Ils entendent régler leur compte entre eux. Très vite, l'expédition tourne à l'affrontement. Ce phénomène de bande n'est pas nouveau, mais les spécialistes s'inquiètent de voir la violence se radicaliser. Une époque bénie, j'ai envie de te dire. La radicalisation, déjà à l'époque. Bien sûr, l'époque de la castagne, couteau dans les chaussettes, et on va batte se de prêter à baseball cachée dans les fourrés. Voilà, c'était génial. Putain. Ça vient d'où? Voilà, ça vient d'où? Ça vient d'où, ça le chien? Quand t'écoutes ça vient d'où, ça le chien, souvent c'est qu'il va y avoir ou les phrases de racketteurs. Combien t'achètes tes baskets? Je sais pas si vous, moi je suis un peu plus vieux que vous. À l'époque, plus de Clignancourt. En fait, pour voler tes baskets, il disait pas donne-moi tes baskets, il disait combien tu rachètes tes baskets. Moi je comprenais pas, je disais je les ai déjà achetées. Non, elles sont déjà à moi. Là, elles ont surtout je te les vends. T'as même pas besoin de les retirer, frérot. Elles vont bien et tout. Ouais, donc garde-les. On va pas, je vais pas les prendre pour les remettre. Ah non, mais c'est vrai que les rixes, comme on dit à la télé, ils disent des rixes. Nous, on parle plus d'embrouille, hein, comme le dit Marwan Mohamed, le sociologue, qu'on va accueillir tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les bagarres liées au quartier, à la bande, on a tous plus ou moins connu. Hein, je pense que c'est un peu multigénérationnel, hein, même à l'époque du gang des blousons noirs. Et toi, Ray Mendes, alors t'es d'Évreux, donc moi, je suis d'Évreux. C'était ton quotidien, je pense. Quotidien, non, mais c'est vrai que j'ai toujours, toujours. Là, je trouve que c'était vraiment con parce que c'est par secteur de quartier. Oui, et souvent c'est une adresse. Ouais. Et moi, avec du recul, je me dis, des fois, il y avait des embrouilles Molière contre Jean-Jacques Rousseau. C'est pas une dinguerie, ça. T'as des gens, ils disaient, ici c'est Molière, MLR contre JJR. Ah, MLR, oui, bien sûr. Ça a mis du style quand tu mets MLR et JJR. Mais en fait, c'était vraiment teubé parce que ça reste des adresses qui n'ont rien à voir avec la population. Ah, moi, je me rappelle, nous, donc on était en région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc nous, les villes avec qui on était en embrouille, donc nous, on est Vichy, donc il y a Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, la région lyonnaise, donc Vaux-en-Velin, Vénissieux et Grenoble. Autant dire des villes qui n'ont rien à perdre. Donc c'est vrai qu'en termes d'embrouille et tout, j'ai vu des trucs, c'était... Mais moi, j'étais un peu le médiateur, si je peux me permettre. Ouais, vu que j'étais pas le plus fort à la bagarre, il faut toujours choisir un rôle quand il y a une embrouille. Donc moi, je disais, arrêtez les frères! Non! Pourquoi autant de violence? C'est fort dommage! C'est fort dommage! Tu vois? Casse-toi, Kerry James. Tu te mangeais des coups. C'est normal. Bah, toujours pas la bonne place. Le médiateur, c'est une place nulle. Parce que tu sépares, tu fais le mec pisse, tu fais le... Ouais, tu fais ton Kerry, tu vois. Mais à un moment donné, qui va prendre la première patate? Bien sûr, toujours une. Tu sais, là en plus, tu sais, les patates qui viennent sur le côté, dans l'oreille, pendant 1 heure. Ah non, c'était terrible, les embrouilles. Et cette fameuse phrase,
toi, t'as rien fait, t'as rien à voir, tu vas au basket, t'as ton sac à dos, et t'écoutes, viens par là, il y a embrouille. Oui. Mais en fait, moi, je veux être basketteur professionnel. Il y a embrouille. T'as des armes. Alors, notre ami Antoine Tartra. Maubeuge, le Nord, c'est des bagarres, c'est de la castagne. C'est de la castagne. C'est la castagne. Rendez-vous demain, c'est à l'ancienne. Non, mais en fait, on avait une équipe de handball et c'est vrai que quand on perdait, il y avait un mec dans notre équipe qui s'appelait Russe. Ouais. Le Russe. C'est pas sa nationalité. Non, c'est un blanc qui était converti à l'islam d'ailleurs. Du coup, on l'appelait Marwan Kevin le Russe. Et lui, il mettait des patates. J'ai vu des mecs tourner sur eux-mêmes, quoi, tu vois, comme dans un cartoon, quoi. Donc moi, j'étais pas médiateur, j'étais soigneur, quoi. Le soigneur. Antoine le soigneur. Les gens en PLS comme ça. T'inquiète pas. Sauf qu'après, il y a le match retour. Du coup, on devait aller dans des villes genre Waterloo, Roubaix. Et Russe, il avait tapé l'entraîneur de leur équipe, donc ils revenaient à 40. C'était un truc parce que ce qui était dur dans les trucs liés au sport, c'était souvent ça. Moi, je me rappelle, on joue au basket et donc des fois, tu pars un peu à la campagne et quand tu es au lancer franc, c'est le basket, c'est le trash talking. Donc moi, t'es au lancer franc, j'étais dans des villes Commentry, des villes un peu Montluçon, Bourbon-l'Archambault. Bourbon-l'Archambault, merci Mounir, on jouait dans la même équipe. Et tu vas au lancer franc et t'écoutes un Salara. C'est le jeu, c'est le jeu. Mais c'est le trash talking, c'est le basketball, c'est le racisme. Le racisme dans le sport. C'est autorisé quelque part, j'ai envie de dire. J'accepte. Un jour, on va jouer en Corse chez nos amis corses qu'on embrasse. Et pareil et tout, donc je vais pour aller au lancer franc et c'était vers Bastia. Donc je vais pour shooter, tu vois, comme un mec normal, je m'attends à un sale arabe. Je vais pour shooter et j'écoute sale français. Voilà, j'étais ému. Voilà. J'ai pris la balle. Airball, j'en avais rien à foutre. À un moment donné, j'ai pas dunké, j'ai mis 2 points et un gars il m'a dit sale colon. J'ai dit c'est trop pour moi là. Ah non, c'est génial la castagne. Alors, mais toi Younes, dis-moi, comment ça s'est passé dans l'est de la France, là, vers Pont-à-Mousson, tout ça. J'ai une anecdote, c'est que mon frère, des fois, il organisait des soirées. Yacine, ton frère Yacine. J'embrasse, bien sûr. Il faisait des soirées rap. Donc il prenait une salle, donc déjà ça pue la merde. Ça pue, ça sent pas bon déjà. Et en fait, ce qu'il faisait, ce fou, il allait distribuer les flyers dans... Lui, il voulait le plus de monde possible, il pensait rentabilité. Il distribuait dans des quartiers qui étaient en guerre. Super idée. Yacine, super idée. Un génie du marketing. Il a un livre, un podcast pour aider à développer tout business. Et en fait, un jour, il fait une soirée, voilà, je me rappelle de la date, le 2 mai. Il fait la soirée et tout, et du coup, t'as les 2 quartiers qui sont en guerre, et personne danse, c'est un DJ, il est là, Another Rhythm. Et je regarde ça comme tu vois. Chien de faïence. Regarde, tu vois, prêt à bondir. Et je dis à mon frère, je dis, elle est pas ouf l'ambiance là. Lui dans le déni. Non, c'est la culture hip-hop. C'est l'affrontement. C'est l'affrontement. Et ça part en bagarre générale. Bagarre, mais vraiment hardcore, les chaises, machin. Le DJ continue à c'est la culture hip-hop. On est dans l'ambiance. Et du coup, mon frère et moi, on est en panique, hein, parce que ça part en couille. On va se cacher, machin. Et t'as les rappeurs, parce qu'il avait invité des rappeurs. Ils disent, frérot, on est à l'hôtel. Qu'on ne citera pas pour éviter tout problème. Parce que j'ai peur aussi. Voilà, on a peur aussi. Et les rappeurs, ils écrivent à mon frère. Ils disent, ouais, là, on est à l'hôtel, tu nous appelles pas, on doit venir chanter, c'est comment? Mon frère répond pas, tu sais, il y a la guerre en fait. Et à un moment donné, il y a un rappeur, il envoie juste la photo de ma maison, où il y a mes parents. Il dit... Mais non. T'es sûr tu veux pas répondre? Voilà, mon frère, il est devenu tout gentil. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est donc comme ça qu'il faut faire avec ton frère. Parce que Yacine, son frère, me doit 65 €. Donc, elle est où la caméra? Attends, Yacine, on tient ton frère en otage. Donne-moi l'oseille. Ouais, je crois que c'est l'heure de la chronique de notre ami Younes, qu'on peut applaudir chaleureusement. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Actualité. Ah non, tu m'as pas mis le top.
Chronique, bon là c'est le pire démarrage. Chronique actualité, là on m'a dit Retailleau il va interdire aux femmes voilées d'aller à l'université. Tellement elles sont persécutées dans le pays, mais moi j'ai dit parce qu'elles avaient le droit avant. Elles peuvent respirer et tout, elle est belle la France. Bien sûr, parce que le premier danger en France c'est les femmes voilées. Combien de fois t'es rentré chez toi, tu dis putain je me suis fait agresser par une sœur muse, elle m'a fait je vais te le prendre ton tiramisu, lâche-moi. Ah là, des Français ont du mal à boucler les fins de mois et ça parle d'islam, mais j'ai capté leur petit jeu parce que j'ai mon expérience politique. Là tu parles à l'ancien délégué de la 6ème 3 du collège Jacques Mariette. Eh les gars, il me fallait me voir en conseil de classe, j'étais là. Non, exclure Nabil, c'est pas mérité. Qui a jamais jeté une chaise par excès de colère? Oui, mais il n'y avait pas de frites à la cantine. Il a ses raisons, madame. Le voile, c'est pour diviser le pays, pour pas qu'on se focalise sur les vrais problèmes. La stratégie de la diversion, bien sûr. J'ai lu ça dans Le Prince de Machiavel. Mon père, il avait cette technique. Des fois, tu sais, il devait aller à Marseille et il se trompait de route. Et on lui dire j'ai merdé, il commençait à s'embrouiller avec nous. Il disait arrêtez les enfants, vous faites trop de bruit. Et ma mère, elle tombait dans son piège. Elle disait arrêtez, vous l'embrouillez, miskin. Personne l'embrouillait, il était fautif, c'était ça. Et ben c'est ce qu'ils font le gouvernement. Là, c'est le gouvernement qui conduit et ils s'embrouillent les enfants, c'est nous les musulmans. Et ils s'en prennent à la petite dernière. La petite dernière, c'est la voilée. Et bientôt, là, il y a, je sais ce qui va se passer. Bientôt, il y a l'été. Ils vont faire un débat sur le burkini. C'est reparti avec des phrases de beauf dans les débats. Le gars il dit mais je préfère quand elles ont rien, c'est pas un crime, merde. Ils vont inviter Chalgoumi, il va aller sur le plateau, voilà, il dit des phrases. Jean-Claude Van Damme, il n'y a que lui qui comprend. Il est là, les voilis, ça colle, comme les chewing-gums. Si tu veux, si tu veux. Lui carrément, on a de la peine. On le voit, on sort des phrases de dingue. On dit Miskin, ça se voit, il est forcé, ils doivent avoir des dossiers sur lui, Miskin et tout. Pour parler de l'islam, ils invitent toujours sur le plateau des gens qui ont rien à voir. Véronique Jeunesse, frère, c'est la seule actrice, zéro promo. Julie Lescaut, c'est fini depuis 82. Le journaliste il lui dit t'as une actu, il dit non, pas de film qui sort. Par contre vous avez déjà été à Barbès, c'est l'Afghanistan. Ça n'a aucun sens, voilà, ça n'a aucun sens. Le mot de la fin, c'est ne nous laissons pas diviser. Et je tiens à dire que les femmes voilées sont bienvenues à mon spectacle tous les jeudis. 20h au point virgule. Merci les amis. Les grands remplaçants. Nova. Et vous écoutez toujours Les Grands Remplaçants tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui, on reçoit Marwan Mohamed, sociologue, chercheur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Younes, la fierté des nôtres. Donc Marwan, tu as écrit des livres sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, sur l'islamophobie, sur les embrouilles. Il y en a bien sûr plein de questions à te poser aujourd'hui. J'ai déjà une première question à te poser sur l'appartenance au quartier. J'ai 42 ans. Je suis un père de famille, j'ai une C3 Aircross, on dirait un chef de rayon, un mec honnête quoi, tu vois. Et j'ai remarqué un truc, si aujourd'hui j'ai 42 ans, moi le quartier où j'ai grandi c'est la Cité des Ailes à Vichy. Si aujourd'hui il y a un mec de Clermont-Ferrand ou de Saint-Étienne qui dit ouais la Cité des Ailes, c'est un peu des merdes non ? J'aurais envie de me battre. Alors pourquoi docteur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est... Pourquoi cette rage en moi ? Pourquoi ce... Voilà. Ouais, déjà, c'est l'attachement. Mais l'attachement, il est banal, en fait. Il n'y a pas que dans les quartiers populaires où les gens sont attachés à leur quartier. Il y en a plein qui sont attachés à leur village parce que c'est le lieu des souvenirs. Ouais, c'est le lieu où tu as grandi, c'est le lieu où tu as partagé plein de choses, où tu as des émotions, où c'est ton univers social, en fait. Et donc, forcément, tu t'attaches. Et même s'il y a des trucs un peu négatifs que tu as pu vivre là-bas, l'attachement, il est globalement normal. Et surtout, dans les quartiers populaires, en fait, il faut se dire que il y a quand même un niveau de densité de population. Ouais. Les logements sont jamais ou rarement adaptés à la taille de la population, donc on est beaucoup dehors aussi. Il y a une vie sociale, il y a une vie très riche, très très riche. Il y a beaucoup d'entraide et de solidarité, mais ça c'est très lié aux conditions sociales. On s'entraide parce qu'on a besoin de s'entraider les uns des autres. Du coup, au final, forcément, il y a un attachement qui est très fort. Mais c'est pas parce que tu es attaché que tu as envie de te battre si on insulte ton quartier. Hein. C'est deux choses différentes. Ouais, c'est la question que je me posais. Moi, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai encore ce truc ? Ça va m'énerver tout de suite dès que... C'est comme un sentiment un peu patriotique, tu vois, mais alors que... Non, je suis vieux maintenant. En fait, c'est David Lepout, un anthropologue qui avait travaillé sur la Courneuve. Il avait développé ce concept que je trouve intéressant et parlait de nationalisme de cage d'escalier. Ouais. Putain, il est bon, il est bon. Non, mais c'est vrai, mais pour qualifier un type de rapport au quartier.
Mais ce que tu racontes là, c'est peut-être valable dans ta région, c'est très valable ici en Ile-de-France, la question du nationalisme de cage d'escalier. Et pourtant, dans les quartiers de Marseille, beaucoup moins. C'est vrai. Si tu regardes. Il n'y a pas d'embrouille de quartier à Marseille. Il y a d'autres violences, il y a des règlements de compte liés aux économies criminelles, mais les embrouilles de quartier, ça ne prend pas. Alors, pourquoi déjà pourquoi Marseille a une spécificité? Est-ce que c'est lié à l'urbanisme? T'as écouté? J'ai dit, est-ce que c'est lié... Non, parce que je te regarde, Younes. T'es pas concentré? Moi, tu pensais à ta chronique. Inch'Allah, ils vont me partager Radio Nova. Je vais faire pas mal de vues. Et je vais vendre pas mal de billets. Mais je t'ai chopé en flagrant délit. Non, mais pardon. Non, moi, j'ai une hypothèse. C'est que sur Marseille, t'as une identité marseillaise qui tempère, en fait. Qui enveloppe un petit peu tout ça. Et que du coup, les gens sont attachés à leur quartier, vraiment très attachés à leur quartier. Mais il n'y a pas cette dimension rivalité, cette dimension guerre, opposition. Parce qu'il y a un truc qui rassemble. D'accord. Et ce truc qui rassemble, on le retrouve pas partout, loin de là. Marseillais avant tout. C'est ça. On le retrouve à Marseille. C'est vrai qu'on le retrouve pas dans les régions comme lyonnaises ou parisiennes où tu sens pas. Marseille déjà, au niveau des arrondissements, c'est mélangé. Tu peux avoir un quartier, après tu traverses, t'es au centre-ville. Oui, parce que les cités sont en fait, il y a des cités dans le cœur de Marseille. Il y a des cités au cœur de Marseille. C'est très populaire le cœur de Marseille. Enfin, ça l'est encore. Pas pour très longtemps, à mon avis, au rythme où avance la gentrification, mais ensuite, tu as beaucoup de quartiers qui sont à l'écart. Quartier nord, quartier sud. La Castellane et tout. C'est ça. En fait, non, c'est pas trop lié à la ségrégation urbaine ou le rapport à l'espace. Je pense que c'est très lié à la question de comment on s'identifie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été frappé à Marseille quand je posais la question à des jeunes Marseillais. Il y en a qui me disaient, je suis pas français, mais je suis Marseillais. Et on leur dénie pas ça. C'est comme si Marseille, c'était un pays. Et ça, je pense que c'est extrêmement fort. C'est beaucoup plus fort que peut-être dans ta ville. Ou l'identité vichoise. En même temps, c'est compliqué. Si je peux me permettre. On a une identité très forte que j'ai eue quand je suis arrivé à Paris. Il y a une identité très forte par rapport à l'Auvergne. La région auvergnate, parce qu'à Paris, historiquement, les Auvergnats, on est des bilkas, si tu préfères, on se serre les coudes entre nous, donc il y a eu un sentiment très fort d'appartenance à l'Auvergne, mais seulement une fois que j'ai quitté l'Auvergne, quand je suis arrivé en région parisienne. Mais sinon, et on voulait savoir aussi, avec Mounir, tu avais peut-être une question plus intelligente que nous. Non, je voudrais savoir, c'est quoi les ressorts qui font que quand tu appartiens à un quartier, même si t'es pas violent, si on te dit il y a embrouille, t'es obligé. Tu vas devoir y aller, tu vas te sentir d'y aller en fait. Alors, on sent le vécu de Mounir. Combien de fois on lui a dit viens Mounir, il dit je dois aller à la médiathèque. Il a serré la langue. Comme ça, on voit qu'il y a du vécu. Bien sûr. Non, il a mordu sa langue carrément. Mais non, en fait, c'est important, c'est intéressant comme question. En fait, il y a 3 positions. T'as ceux qui, quand ils entendent dire embrouille, ils se disent vas-y, moi je suis pas dedans, mais j'espère que ça va pas me tomber dessus. Parce que t'as beau ne pas être dans l'embrouille, si ton quartier est dans l'embrouille, t'es dans l'embrouille. T'es dans l'embrouille, bien sûr. C'est le souci. T'as ceux qui sont impliqués en mode c'est mon délire, je suis à fond dedans. Ils aiment bien ça. Il y en a, ils sont vraiment engagés dedans. Mais en même temps, quand tu regardes le profil social, ils compensent énormément de choses à travers ça. Et puis, troisièmement, t'as ceux qui, ils n'ont pas d'appétence, mais ils y vont par loyauté et solidarité. C'est ça en fait le truc de la majorité en fait on dirait, j'ai l'impression que c'est ça. En fait combien il y en a qui se sont retrouvés dans des histoires pas possibles. Enfin moi personnellement ça m'est arrivé. Elle est géniale, où tu sors de ton coiffeur Ouais. avec ton pote et tu viens et tu vois ton pote qui a la tête gonflée comme ça, il s'est pris des coups de marteau dans une autre ville. Ouais. Tout le monde est en train de se préparer et on te dit vas-y qu'est-ce que t'attends Marwan. Bah en fait Marwan, je suis sociologue. Non c'était avant, c'était avant la sociologie. Avant. Non mais t'es là en fait, t'es juste venir vers un dégradé quoi, chez ton pote et tu voulais pas payer 15 balles. Bien sûr. Et en fait tu vois bien que la pression sociale, et en fait c'est ton pote. Donc il y a une espèce de trahison à ne pas y aller. Et en fait t'as plein qui se retrouvent dans l'histoire comme ça. Mais quand il y a des embrouilles à grande échelle, ça aussi, ça diffuse un climat sur beaucoup de personnes du quartier et notamment ça peut aussi en entraîner certains à changer leurs itinéraires et à pas trop sortir en fait de peur de se retrouver dans la salade. Tu te souviens de Jamil à l'époque que nous c'était les gitans. Voilà. Nous on avait un problème dans ma ville entre la communauté arabe et la communauté gitane. Donc voilà, j'ai peur quand tu Mais tu sais ce qu'on a fait, tu sais ce qu'ils ont fait. Un jour il y a parce que nous c'est comme ça que c'est l'Auvergne hein, donc c'est une autre culture. Il y a le chef des gitans qui est venu au milieu du quartier. Donc Willy, je me rappelle, et il est venu et il a dit je fais un 1 contre 1 contre votre chef à vous, Saïd Le Cogneur, il s'appelait Bâtiment C3, et il a dit je fais un 1 contre 1 contre lui, et après, c'est fini.
Et après, c'est la paix. Et ils ont fait un contrat, ils se sont battus pendant 20 minutes, on était tous autour, gladiators en fait. Et après, il n'y a plus jamais d'embrouille. Hein. D'ailleurs, on a vécu en paix pendant toutes ces années. C'est ça. Et là, on va faire une petite pause de pub et ensuite on s'écoutera dans la foulée Cypress Hill, Tequila Sunrise et on revient avec toi Marwan Mohamed. À tout de suite. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour tous les gens que je vais offenser dans cette chronique, les gars. Rappelez-vous que moi j'ai grandi dans le nord de la France, entre le maroilles, la bière et le tuning. Et maintenant je vis à Paris et c'est vrai qu'ici les blancs c'est pas les mêmes que chez moi, quoi. Ils portent un casque pour faire du vélo, genre c'est du canyoning apparemment. Ils ont un tote bag, c'est un sac à main, en laine, avec des fruits et légumes à l'intérieur, et une petite gourde avec des stickers dessus, putain. Ah les gars, c'est bien sympa tout ça, mais là on part en guerre contre les Russes, là, donc il serait peut-être temps de retrouver un peu de masculinité toxique, non? Parce que les Russes, je pense pas qu'ils soient déconstruits, eux, là. La seule fois où ils utilisent le terme, c'est dire pour déconstruire ta gueule, après le combat, tu seras déconstruit. Non mais en face t'as André qui boit de la vodka pure au réveil en faisant des prises de soumission à un ours. Nous on va voir Hippolyte qui boit du matcha thé vert, intolérant au gluten, qui a besoin d'ASMR pour s'endormir, putain. Il y a moyen de parier sur la guerre ou pas les gars? Parce que là on est sur un PSG carquefou en coupe de la ligue là. C'est terrible ce qui se passe. Comment ça se passe une guerre à notre époque déjà? Les filles, vous venez avec nous ou pas? Je sais pas, égalité des sexes, je me dis bon. Maintenant j'ai l'impression que tu l'annonces de Macron, vous êtes prête à faire la vaisselle et porter un tablier bizarrement. C'est là que je vais offenser des gens les gars. C'est là que je vais offenser des gens. Désolé, mais votre combat il est devenu un peu secondaire quoi. La dictature du poil, tout ça, t'es bien gentil ma belle, mais à tout moment on va se retrouver dans un avion qui tremble avec un régiment composé de 12 femmes cuir et 5 non-binaires. T'as le sergent qui va crier « Allez-y, sautez les gars, arrêtez de nous mégenrer !» J'aimerais qu'on utilise le terme « être humain » au sein du régiment, car j'ai besoin de me sentir dans une safe space entre deux bombardements, putain. Venez, on fait demi-tour, on n'a aucune chance les gars. Ça sert à rien, posez tout, putain. Non mais c'est vrai, on est dans une société là, tu dis à ton pote « Écoute, t'es un peu grossi, il faudrait que tu te ressaisisses », il dit « Ah gaga, t'es grossophobe ». Ouais mais sur le terrain, le sniper il va pas te rater mon gars, hein. T'auras beau te cacher derrière un char, ça suffira plus quoi. Bon désolé, vraiment je suis désolé les gars, je vous laisse, je vais devoir faire mon service militaire sur Call of Duty Warzone là, c'est chaud. Message de cette chronique, bon j'ai fait des blagues un peu offensantes mais aimez-vous les uns les autres parce que là c'est la guerre. Croyez en Dieu et arrêtez de porter des sarouels, franchement ça me casse les couilles. Merci beaucoup. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Antoine, on te retrouve au Solo Théâtre samedi 17 mai à 19h pour ton spectacle incroyable, 10 balles, c'est ça? 10 balles, mais qui ne coûte pas 10 €. C'est ça? Il coûte 14. 14 €. Stratégie marketing. Bien sûr, c'est bien vu. Et bravo pour cette dernière chronique. Ah, Ton Tartra. Avant la cancel. On a dit tout ce qu'on peut pas dire. C'est le blanc qui va le dire. Tu vois. Comme ça, on va voir comment ça se passe. Bon, on est toujours sur Radio Nova, bien sûr, avec Marwan Mohamed, la fierté des nôtres, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Hein, si tu as quelques minutes, on voulait savoir comment t'es arrivé à sociologue, chercheur au CNRS, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un parcours classique, académique ou est-ce que tu as été en échec scolaire comme nous tous ici? Tu vois. Si tu poses la question à ma mère, elle va te dire c'était pas gagné. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas le parcours linéaire qu'ont beaucoup de mes collègues. Moi, je suis plutôt passé par la case échec scolaire, lourd, ouais. Du genre échec au brevet des collèges. Ah putain, je te serre la pince. Écoute, ça fait plaisir. Alors là, ça fait on va plaisir. monter une asso. Ah ouais. C'est dur, c'est dur, hein. C'était dur le brevet. C'est très humiliant le brevet parce que. Et ensuite, j'ai été bien sûr en BEP. BEP, pareil, ils m'ont proposé chaudronnerie. Oui, comme Oxmo Puccino. Comme Oxmo, j'ai eu cette expérience et je me rappelle enfin pour moi, chaudronnerie, vraiment l'image qui m'est venue, c'est Panoramix. Vraiment, et j'ai dit ça, je dis mais qui achète des chaudrons aujourd'hui? Vraiment, j'étais un petit peu choqué, un peu humilié. Et c'était un vrai BEP. Alors c'était plutôt bien par rapport à mon profil. En fait, c'est plutôt bienveillant de manière générale vu le niveau que j'avais. Donc j'étais en BEP compta. J'ai fait pareil. Voilà. C'est dommage, j'ai pas fini chercheur au CNRS. Mais bon. J'ai pas eu le BEP. Ah oui. J'ai pas eu le BEP. On était sur une série et puis après j'ai arrêté 5 ans. J'ai arrêté 5 ans, donc j'ai bossé pendant 5 ans.
Donc j'ai fait tous les boulots qu'on peut faire. Hein, alors pardon, t'avais quel âge à ce moment-là moi, quand tu loupes le BEP? Quand je loupe le BEP, j'ai 17 ans et à 17 ans et demi, je suis sans échec scolaire. Échec scolaire, flotté quoi. J'étais. Donc ça a été ça. Donc comment tu rebondis après? En fait, j'ai fait plein de petits boulots, du télémarketing au gardiennage. J'ai travaillé à l'usine. J'ai beaucoup bossé avec des forains, une famille de gitans, pas de Vichy, mais en tout cas on montait, on démontait les manèges. Les manèges à Luna Park et tout. J'ai fait ça aussi, c'est génial. Après, je me suis stabilisé dans l'animation. Vive le BAFA. Ah oui, le BAFA. Stage pratique, théorique. Le BAFA, c'est extraordinaire. Le BAFA, c'est extraordinaire. Et il y a une animatrice avec qui je bossais, de Champigny, Hayat, dédicace. Hayat, qu'on embrasse. On l'embrasse tous. Non, elle est venue me dire, est-ce que je peux avoir mes soirées, parce que je passe une équivalence de bac qui s'appelle le DAEU. Je ne sais pas si vous connaissez, le diplôme d'accès aux études universitaires. Tu as fait le DAEU, regarde, on va monter 2 assos. Ça fait plaisir. Ça fait... Enfin, non mais c'était la dernière chronique. Je suis trop ému parce que quand t'arrives en DAU, tu sais, tu te dis, enfin, tu vois, c'est quand même dur. Tu te retrouves avec des gens qui ont arrêté les études. Il y avait des gens de 40 ans et tout qui reprenaient parce qu'ils ont eu des enfants et tout. Tu sais, tu te dis. Oui, c'est dans le Nord aussi, donc. Ouais, c'était dans le Nord. Mais tu vois, tu sais, il y a un truc, tu vois, où tu te dis, ah ouais, faut bosser quoi. C'est l'école de la dernière chance. C'est la dernière chance. C'est ça. Et t'as pu aussi. Je l'ai raté le dernier. T'es peut-être pas le bon exemple. Moi, j'ai eu 10,7. C'est vraiment à l'arrache. C'est cette année-là où j'ai appris à bosser, en fait. D'accord. De méthode, s'organiser, bosser, réviser. C'est vrai que je le découvre à ce moment-là. Je me fais aider par une copine de l'époque. Et en fait, c'est comme ça que je rentre. Je rentre en sociologie. Je veux aller à Nanterre. On me dit non. On m'envoie à Marne-la-Vallée. J'ai pas envie. Et Toulouse me dit OK. Je sais pas pourquoi. Mais ils me disent tiens, t'as un studio. Et puis on te prend en première année. Donc je pars à Toulouse. Sociologie. En sociologie, économie. Et après, je bombarde. Après, je comprends, en fait, je bombarde, c'est pas comme ça. Je taffe beaucoup, mais je prends goût au taf et je bombarde. Après, j'ai pas retapé une année. Pas de rattrapage, rien du tout. Une fois que tu es arrivé en sociologie, on a à peu près le même parcours, sauf que, bon, j'avais fait une année de fac de socio à Montpellier, moi, du coup. C'était Toulouse ou Montpellier, j'hésitais entre les deux, et je suis allé à Montpellier. Et c'est vrai que pour la première fois de ma vie, j'allais à l'école en me disant, je suis content d'aller à l'école parce que je vais apprendre des trucs qui me font plaisir. Ça change un peu de... Je remets pas en cause toute l'éducation nationale, il y a forcément des trucs bien, mais c'est vrai qu'au collège, moi j'ai le souvenir de, tu sais, l'horloge. Je regardais pas l'horloge pendant un temps, j'étais vas-y, je vais regarder, pas tout de suite, attends encore un peu, et vas-y, là ça doit être au moins 15h40, 15h12. Tu regardes ton collègue, tu te dis mais on va mourir ici en fait. C'est parce que vous faisiez un truc que t'aimais. Quand tu prenais goût à l'école. Ouais, c'était à la socio, l'ethnologie. C'est la même chose. Je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, déjà c'est différent qu'au collège où tu as plusieurs matières et peut-être tu vas t'investir sur une parce que tu l'aimes bien. Moi par exemple, j'aimais bien l'histoire. J'étais concentré à fond. Le PS. Mais le maths, le prof de maths, lui, il disait c'est un cancre, lui. Ouais, mais c'était après, voilà, ça te parlait pas. Ça te parlait pas, ouais. Et toi, tu t'es accroché. En fait, la clé, ça a été d'apprendre la méthode, en fait. Vraiment, c'est d'apprendre la méthode, les outils. C'est-à-dire que l'intelligence, tu l'as. Plein de mômes qui ratent, ils sont intelligents, l'intelligence est là, mais ils n'ont pas la méthode. Et en fait, d'apprendre la méthode, tu dis, oh, puis en fait, tu bosses, ça marche. C'est ce truc-là. Alors que avant, tu te disais, bon, je suis nul. Tu vois, tu individualises le truc alors que tu n'as pas les outils. Et là, une fois que j'ai capté ça, après, j'ai bombardé. Pour certaines personnes, peut-être qui sont à ce niveau-là de leur vie. C'est quoi la méthode que tu... Quel conseil t'aurais à donner en mais qu'est-ce que en fait, c'est se faire aider. En fait, il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils pour apprendre à travailler. Mais en fait, ce qui me frappe beaucoup, je me suis occupé plein de mômes, j'étais aussi dans l'associatif, tu vois, éducateur sportif et tout. Il y a plein de mômes, en fait, ils savent pas bosser. Voilà. Ils traversent leur scolarité sans savoir bosser, sans savoir s'organiser. Et forcément, si tu n'es pas un peu organisé, tu n'as pas de bons résultats, tu prends pas confiance, tu te dis que tu es nul. T'en fais un truc de... Putain, je te jure, ça me fait quelque chose que tu dis. Moi, je vois ma vie défiler. Parce que c'est vrai que tout le collège, moi, c'était ça. Tu te dévalorises beaucoup. De toute façon, je suis nul. Et puis les profs aussi, je me rappelle de certains profs, pas tous, ça dépendait. Mais moi, je me rappelle de mon prof de physique qui me mettait une lumière rouge sur moi, tu vois, comme ça, et qui disait « T'es nul, t'es nul ». Non, parce que j'avais... Alors, je vous explique pourquoi. J'avais triché, et il m'a capté. Il a vu que j'avais triché, et il a vu que j'avais triché, il m'a corrigé, et il m'a laissé 2 sur 20. Il m'a dit, même en trichant, t'as eu 2 sur 20 en physique. Et il me dit, t'es le gars le plus nul
que j'ai eu de ma vie. Voilà, il m'a trop mal. Et genre après il s'asseyait, il mettait une lumière rouge. T'es nul. Mais on l'embrasse, hein, monsieur Alouche. Voilà, très gentil, mis à part ça. Non, bah c'est le management toxique, comme ce que je vous fais tous les jours. Mais du coup, ouais, tu obtiens tes diplômes, et après c'est quoi le métier? Moi, ça m'a toujours intrigué. Écoute, finir ses études de sociaux. La socio, en fait, parce que quand je passe mon DAE, on m'offre un bouquin qui s'appelle La misère du monde de Pierre Bourdieu. Okay. C'est des petits entretiens analysés, c'est assez simple. La littérature de Bourdieu, si tu rentres en dehors de ce bouquin-là, c'est une autre langue. C'est compliqué à capter, c'est conceptuel. Quand j'ai étudié vraiment les autres bouquins de Bourdieu, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu une migraine. Mais ce bouquin-là, il est accessible. Du coup, ça me parle, moi. Ça me parle, je me dis, purée, voilà une science qui m'intéresse en tant que telle. Et donc, je choisis la sociologie comme ça. J'étais parti pour faire de la psycho. Je choisis la socio. Et ensuite, en fait, une fois que tu bosses, tu t'entoures bien, parce que c'est quand même la clé à la fac, tu t'entoures bien, les choses vont. Et en fait, quand j'arrive en licence, et notamment en maîtrise, je fais un mémoire sur les rivalités de quartier dans le Val-de-Marne, donc ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Quelle année ça, pardon? 2001, 2002. Ah oui, ouais, ok. Le mémoire, je le soutiens en 2003 plutôt, et mon directeur de mémoire, etc., qui s'appelle Stéphane Dufoy, qui était à Nanterre, il me dit... t'es fait pour la recherche. C'est vraiment les paroles fortes, quoi. T'es fait par la recherche. Et au même moment, je rencontre un autre sociologue qui s'appelle Mukieli. Je lui ai envoyé un mail qui venait de sortir un livre sur l'insécurité et tout. Il me dit, viens, on se rencontre. Et vraiment, il s'intéresse à mon boulot. Et lui me met devant 150 professionnels de la justice, présente ton travail, c'est juste un mémoire de maîtrise. Et les gens donnent de la valeur. Et là, je me dis, ok, il y a un truc. Voilà. Et ça s'est fait par petit enchaînement. Et ensuite, j'ai fait ma thèse. Alors, tes premiers sujets tu vois, tout à l'heure, on a parlé un peu des RICS, comme on dit dans les médias. C'est quoi déjà le bon terme, toi, tu dirais? Moi, je dis les embrouilles. Les embrouilles de quartier. Non, c'est le mot, en fait. Mais comme tu as dit tout à l'heure, je trouvais intéressant, c'est que c'est pas propre au quartier. Tu vois, par exemple, un film vieux comme Le Monde, il y a des films, La guerre des boutons, je sais pas quoi, tu vois que ce truc de... deux camps qui s'opposent, ça n'a rien à voir en fait avec le quartier. Le mot RIC, c'est un mot latin. S'il a fallu à l'époque, sous l'Empire romain, inventer un mot, il y a même un mot qui a disparu, c'est le mot rixator. Si on devait traduire aujourd'hui, c'est le mec à embrouille. On en connaît tout ça. Ah ouais, tu vois. C'est un rixator. C'est un rixator. C'est un hit de rixator, tu vois. Tu pourrais le voir comme ça. C'est le rixator. C'est le nom du prochain album de Booba. C'est ça, ouais. Non, mais c'est bien. On veut pas d'embrouille avec le cop. Il faut nous faire couler l'émission. Quand on est ensemble, ça bouge pas. Est-ce que tu as des nouveaux sujets d'études là qui arrivent bientôt En fait, là, le dernier sujet sur les questions de criminalité qui m'intéresse, c'est les règlements de compte liés aux économies de drogue, notamment à Marseille et dans les environs. D'accord. Voilà, ça, c'est le dernier sujet là-dessus. Et ensuite, je partirai sur un autre sujet. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Marwan Mohamed, d'être venu aujourd'hui. Merci de l'accueil. On peut te retrouver un peu partout, enfin sur les réseaux. Je sais pas comment on dit chez les sociologues. Nous, les humoristes, c'est dit retrouvez-nous sur TikTok et Snapchat. Tu vois, surtout sauf TikTok et Snapchat. Sur Instagram et tout. Sur Insta, Twitter, Insta et Facebook, des trucs de boomer. Facebook, et à la fac aussi. Et à la fac aussi. On peut acheter tous tes bouquins sont disponibles bien sûr. Alors merci beaucoup Merwan, c'était les grands remplaçants sur Radio Nova tous les samedis à 18h avec Remendes, Antoine Tartra, Younes Hanifi, Mounir, Ben à la régie, Seb à la vidéo, Malo aux réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.